Je vais vous inviter à venir vous rasseoir avec nous pour ceux qui ne sont pas encore assis pour lancer le deuxième témoignage de Monsieur Fivet, si je le prononce bien, que je, que je remercie également de venir témoigner de sa pratique ici devant nous. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci bien. Alors moi, je vais l'accrocher parce que avec le mouvement des mains, ça va être compliqué. Voilà. Eh bien, tout d'abord, c'est moi qui vous remercie de l'accueil. Je prends un plaisir particulier toujours à venir échanger et parler de ma pratique avec d'autres personnes, spécialement des jeux cadres de Tiagi. J'ai pour habitude de toujours mettre cette citation de Tiagi lui-même, Let the inmates run the asylum, qu'on traduira en français par laisser les fous gérer l'asile. Ça, c'est le mot d'ordre un peu des jeux cadres de Tiagi. Et je vais vous expliquer dans quel cadre moi j'utilise les jeux cadres. Je ne vais pas spécialement vous donner d'explications vraiment très concrètes sur comment ces jeux sont utilisés, mais je vais plutôt brasser tout un cadre plus méthodologique en fait, par rapport à pourquoi est-ce que ce dispositif est venu répondre à un besoin que j'avais dans une situation bien précise. Donc moi je suis professeur d'anglais. J'enseigne à des étudiants, donc ce qu'on appelle des non spécialistes, c'est-à-dire donc ce ne sont pas des germanistes, ce ne sont pas des gens qui ont comme objet d'étude les langues. Et j'enseigne donc l'anglais à beaucoup d'étudiants de l'université de Namur. Donc ce sont des gens qui en effet ont un cours d'anglais dans leur programme. Alors le projet initial, que j'ai développé est venu via un partenariat avec l'Agence pour l'entreprise et l'innovation. Donc l'idée de l'AUI, qui est une espèce d'organisation gouvernementale dont l'objectif est de développer l'esprit d'entreprendre chez les étudiants de l'enseignement supérieur, a voulu développer un parcours de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Et pour développer ce parcours de sensibilisation à l'entrepreneuriat, ils avaient besoin d'un public qui ne faisait pas partie de la faculté de sciences économiques, sociales et de gestion. Donc, ils ne voulaient pas des spécialistes de la discipline, ils voulaient des étudiants soit d'une faculté plus scientifique ou plutôt dans le domaine de l'informatique. Le projet est un projet punch. Donc, nous avons à l'université de Namur donc ces financements internes sur des projets que des enseignants mènent au sein de l'université de Namur. Et vous voyez que c'est dans le cadre d'une pédagogie donc universitaire namuroise en changement où on essaie d'appliquer des principes pédagogiques novateurs dans nos cours. Et donc l'idée a été de choisir mes étudiants du bloc 2 informatique et de développer avec eux un projet qui est une application mobile à destination du campus de l'UNAMUR. Donc ça c'est le projet que les étudiants vont mener au cours d'anglais. Alors vous allez me dire c'est un peu étrange puisque c'est pas le principe du cours d'anglais. Mais je vous dis déjà que le grand questionnement d'un enseignant de langue quand il travaille dans le supérieur, c'est de s'assurer que son cours, qui est extrêmement à la périphérie de tout ce que les étudiants font, de s'assurer que ce cours a du sens pour les étudiants qui étudient la discipline. Donc, moi, je défends depuis pas mal d'années l'idée d'un rapprochement entre le cours de langue et les cours de discipline et de mener des projets en commun avec les profs de spécialité et le prof de langue. Ici, c'est donc une tentative d'aller s'intéresser à la particularité des étudiants d'informatique et de développer un projet d'informatique, mais au sein du cours d'anglais, où on utilisera évidemment les différentes situations de travail par la porte d'entrée des fonctions langagières. Donc en gros, quelle langue est-ce que je dois utiliser dans quelle situation? Ça, c'est ma question à moi systématiquement. Alors au niveau de mes influences, pardon. Au niveau de mes influences, je vais les nommer très rapidement. Vous allez voir, il y a des grands concepts, mais ça vous donne un petit peu le terrain de jeu sur lequel j'essaie de développer mes activités. Tout d'abord, il y a le cadre du socio-constructivisme via les pédagogies actives. Donc moi, j'essaie d'être dans la pédagogie active le plus souvent possible, tout simplement parce que je pense qu'en tant qu'apprenant, c'est quelque chose qui me parle et que quand j'apprends quelque chose, j'ai du mal à rester assis sur une chaise, à écouter pendant des heures quelqu'un parler en espérant que quand je serai sorti de là, je serai devenu plus intelligent. Donc c'est une manière de projeter peut-être mes propres besoins sur les étudiants, mais
pense que ça fonctionne plus ou moins bien. La gamification, donc la ludification, hein, donc c'est le principe d'importer des mécanismes de jeu dans les situations d'apprentissage. C'est aussi quelque chose qui m'amuse parce que je suis quelqu'un qui aime jouer. Euh, J'aime jouer aux jeux de société, j'aime les groupes d'activités où on développe un projet ensemble, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui m'intéresse, et spécifiquement d'amener ces mécanismes en classe, mais en gardant en tête toujours le danger qui est de ne pas emmener, en emmenant les mécanismes de la gamification, de ne pas emmener cette dimension qui est extrêmement prégnante dans un club de jeux de société, par exemple, qui est la gratuité. Donc la gratuité de l'activité. Donc bien s'assurer que si j'amène un jeu en classe, ce n'est pour plus que s'amuser. Ça doit aller au-delà de ça. Ça ne peut pas juste être un passe-temps. Ça doit répondre à un besoin didactique, ou en tout cas une réalité didactique importante. Je vais noter les deux suivants. Alors, Tiagi, il est arrivé dans le monde francophone via Bruno Hurst. Bruno Hurst, qui est un pédagogue qui a développé l'association du mieux apprendre, qui est une association qui est basée à Paris, et c'est via cette association que Tiagi est arrivé dans le monde européen. Et le mieux apprendre est basé lui-même sur l'accelerated learning, qui est une sorte de, c'est un petit peu compliqué à définir ce que c'est, mais c'est une sorte de mouvement pédagogique qui réunit en son sein toute une série de techniques et de principes issus de plein de choses différentes qui prônent un apprentissage plus efficace. D'accord? Donc ça touche à plein de choses, à plein de théories différentes. Sailam Thiagarajan, qui est donc un formateur indien qui travaille en général dans les entreprises. C'est surtout ça son terrain d'action, et qui lui développe donc de l'instructional design. Donc l'instructional design, c'est l'ingénierie de formation. En fait, c'est comment rendre des formations plus impactantes, plus intéressantes et plus efficaces, grâce notamment aux techniques du jeu cadre. Alors, au niveau de la pédagogie entreprenante, alors je choisis toujours ce mot parce qu'il est important pour moi de faire la distinction entre une pédagogie entreprenante, une pédagogie entrepreneuriale et une pédagogie presque d'entreprise. Mon but n'est pas, avec mes étudiants, de produire de l'argent. Mon but n'est pas de leur permettre de gagner leur vie au bout du compte. Donc ce n'est pas l'esprit ici, l'entreprise ici n'est pas la fin en soi, mais bien le chemin que l'on va emprunter pour arriver à réaliser ce projet. Et ici, je citerai un ouvrage qui est très intéressant, si ça vous parle, c'est vraiment pour moi l'ouvrage le plus concret. Donc c'est l'ouvrage de Suremont et Kearney, où il développe 4 piliers de la pédagogie entreprenante. Et il dit en fait la pédagogie, ça nous sert à développer l'envie d'apprendre et de motiver ses apprenants à devenir des acteurs de leur propre apprentissage, des apprenants perpétuels et des entrepreneurs de leur vie. Donc je trouve que cette dimension un peu plus large que simplement faire de l'argent est importante, parce que quand j'utilise le mot esprit d'entreprise, esprit d'entrepreneuriat, les gens sont vite rattrapés par le côté extrêmement capitaliste et monétaire de la chose, alors que c'est pas du tout le principe. Les 4 piliers sont les suivants. Pédagogie entreprenante, ça met en place un apprentissage responsabilisant. Mener un projet de A à Z, ça demande aux étudiants de faire des choix importants à un certain moment. Choix dans lesquels j'interviens peu. Donc notamment ici, par exemple, dans le projet, je leur demande dans un premier temps de formuler une hypothèse qui serait votre application mobile, qui va être à destination des étudiants du campus de l'UNAMUR. À votre avis, quelle serait l'application mobile idéale? Alors évidemment, ils disent tout de suite ah ben ce serait super qu'on sache toutes les fêtes qu'il y a tous les soirs, parce que comme ça on pourrait. Je fais ok, parfait, très bien. Sur base de ça, on fait une enquête de besoins.
Donc là, on fait une vraie enquête de besoin comme une entreprise ferait. Et les résultats de cette année ont démontré qu'en fait, ils s'étaient complètement trompés. C'est pas du tout ça que les étudiants ont répondu. Les étudiants ont répondu qu'ils aimeraient une application qui les aide à étudier mieux. Oui, oui, oui. Donc, notamment en cherchant du contact avec d'autres personnes et des gens qui sont bons dans certains domaines, qui pourraient les aider. Ils se donneraient rendez-vous quelque part et du coup, il y aurait des lieux, des locaux à disposition avec des horaires où chacun, une espèce de site de rencontre, hein, en fait. Finalement, c'est un peu ça. Ça, on est d'accord, c'est un petit peu ça. Mais avec l'idée à terme de pouvoir donc mieux apprendre. Alors l'apprentissage en direct, ben, c'est vraiment là, on est les mains dans la pâte. Hein. L'idée, c'est moi, mon objectif, c'est de générer à chaque séance de cours que je fais, non plus par semaine, mais à des moments différents de l'année, de générer une thématique, une question que je pose à laquelle il va falloir amener des réponses. J'amène quelques outils, j'amène quelques références théoriques, mais fondamentalement, c'est en faisant que les étudiants arrivent à formuler leurs hypothèses qui vont être validées ou invalidées par la suite. Le troisième pilier, c'est l'apprentissage coopératif. C'est un travail de groupe, j'insiste, absolument. Parce que je trouve que la dynamique de groupe, c'est la chose la plus compliquée au monde et que nous sommes très très peu amenés, en fait, dans notre vie professionnelle future, à travailler seul. Enfin, moi, je ne connais, ça existe très très peu, en tout cas dans les domaines dans lesquels ils vont travailler, ça va très peu exister. Et Dieu sait que moi, j'ai des traumatismes de travaux de groupe, entre celui qui ne fait rien, celui qu'on ne voit pas, celui qui s'impose, etc. Le but est aussi d'apprendre à travailler ensemble et de réaliser les différentes tâches. Alors ici, c'est assez particulier parce que on a eu le cas les 2 dernières semaines. Une des phases du projet, c'est de réaliser un teaser vidéo. Donc, qui va faire la promotion de l'application. Donc, ce teaser part chez certains groupes d'étudiants, les étudiants votent on déclare que cette application-là a l'air de séduire les étudiants plus que les autres. Et pour réaliser un teaser vidéo, évidemment, il faut filmer des choses, hein, très compliqué de filmer des étudiants. Et donc, il y a eu, et ça c'était formidable, il y a eu des espèces d'arrangements comme ça un peu dans les groupes, où certains, c'était évident que les trois devaient passer dans la vidéo, c'est comme ça. Chacun devait s'y coller. Puis dans d'autres groupes, il y en a de ceux qui ont annoncé qu'ils étaient malades à la dernière seconde, donc ils sont pas venus. Alors les deux autres ont été obligés de récupérer le coup en inventant un truc. Alors du coup, ils se sont un peu engueulés au téléphone, mais ils ont quand même fait la vidéo, etc. Donc il y a eu plein de cas de figure comme ça de gestion de groupe qui à la base on aurait dit évidemment que les trois doivent être là et les trois doivent être sur la vidéo, mais moi j'adore quand les gens sont créatifs et j'en reparlerai d'ailleurs avec l'étoile mystérieuse à la fin. J'ai adoré comment mes groupes ont fonctionné parce que on était sur deux planètes complètement différentes et c'était très intéressant. L'apprentissage réflexif, ça c'est essentiel, c'est toujours faire du feedback. C'est toujours reposer la question, est-ce que ça a marché? Oui ou non? Pourquoi est-ce que ça a marché? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Et qu'est-ce que vous allez faire la prochaine fois pour que ça marche? Donc ça, je dirais, c'est le seul endroit où moi je suis extrêmement, comment dire, organisé et où mon attention est la plus concentrée. Je dirais même que c'est le seul endroit où moi j'interviens. C'est de m'assurer que quand il se passe quelque chose, les étudiants réfléchissent sur ce qui vient de se passer, arrivent avec une réponse et adaptent leur comportement les fois suivantes. Alors les jeux cadres. Je reprends ici les caractéristiques, puisque je les partage assez fort de Bruno Hurst. Pourquoi est-ce que les jeux cadres, dans le cadre d'une pédagogie entreprenante, sont intéressants? Tout simplement, d'abord parce qu'ils proposent un environnement physique, émotionnel et social d'apprentissage sûr, relaxant et stimulant. Donc c'est très stimulant de jouer. C'est très stimulant de travailler différemment. C'est très stimulant de ne pas arriver à un cours dans le supérieur, de s'asseoir et de se dire qu'on a 2 heures où on va devoir gratter sur sa feuille pour prendre note de tout ce que le prof dit, de tout ce qui va se passer, etc., etc., etc. Il y a une implication totale de l'apprenant. Alors ici, ça c'est un petit peu moins vu sur le jeu 4 qu'on a fait, mais peut-être que ça reviendra tout à l'heure. L'apprenant est actif et responsable. La connaissance n'est pas absorbée, mais élaborée. Ce qu'on a fait tout à l'heure dans l'étoile mystérieuse, c'est au final, on a fait que, ça dépend du groupe, on a fait que finalement brasser tout le contenu.
Donc on s'est posé la question, sur base de ça, qu'est-ce que j'associe comme mot-clé ou comme réalité par rapport à ça? Et donc on se pose des questions, on échange, on dit, ah, mais t'es sûr? Ah, mais non, mais c'est pas ça. Et ça, donc en fait, on est en train de réfléchir sur la thématique de manière beaucoup plus active. La collaboration entre apprenants au sein d'une communauté d'apprentissage, ça c'est très important. Dans mon groupe tout à l'heure, pour citer l'exemple, donc je parle du groupe où on a échangé, d'accord, quand j'ai fait le rapporteur. À un moment donné, là, c'est très intéressant, l'obsession a été non pas tellement de deviner les mots, mais de trouver des stratégies pour arriver à deviner les mots. Donc, en demandant les premières lettres, en demandant si c'était des mots composés, en demandant ceci, en demandant cela, ce qui pourrait être étonnant et ce qu'on pourrait dire, mais en fait, c'est pas ça qu'on vous demande de faire. Mais en fait, on s'en fiche, puisque le but, c'est d'arriver à remplir la consigne. Et donc, tout le monde a joué ce jeu de mots, un mot. Alors, du coup, on faisait les lettres de l'alphabet dans l'ordre jusqu'au moment où on dit, oui, c'est par ce mot, c'est par cette lettre-là que ça commence. Et donc, voilà, on a cherché. Donc, c'est parfait. En termes de créativité, c'est parfait aussi de dire, bah, il n'y a pas une seule manière de faire. Et peut-être bien que si vous étiez parti sur le principe de devoir faire des associations d'idées et que ça ne marche jamais, c'était très bien de chercher une autre manière de faire pour pouvoir y arriver. Les différents styles d'apprentissage. Donc là, on a un buffet d'activités au lieu d'un menu traditionnel classique et figé. Là, ça permet de bouger, se lever, dessiner. Il y a certains jeux cadres où on dessine, il y a certains jeux cadres où on a de l'image, beaucoup d'images, on a beaucoup de photolangage. Il y a des jeux où on a de la compétition. Donc c'était un peu une un clin d'œil tout à l'heure quand j'ai posé la question, mais qui a gagné? Parce que quand vous annoncez qu'il y a une équipe qui gagne, il faut qu'on sache à la fin qui a gagné. Sinon, moi, je joue, je veux gagner, quoi. Ok, alors je suis ok de perdre, mais je veux savoir. Et le dernier, c'est l'apprentissage contextuel. Donc, on a une immersion, un feedback, une réflexion, une évaluation, une réimmersion. Donc ça, c'est vraiment toujours important, ce feedback. Récemment, j'ai animé un jeu cadre avec des enseignants, et Dieu sait que ce public est compliqué. Et à un moment donné, je me suis dit, voilà, donc un jeu cadre où chacun a un rôle vraiment très précis et très important. Et ce monsieur me dit, je viens de recevoir un email du colloque auquel je dois participer la semaine prochaine. Je dois rendre mon abstract. Je suis en retard. Est-ce que ça vous embête si je le fais? Je dis, non, moi rien ne m'embête. Moi rien ne m'embête jamais. Il y a pas de souci. Donc le monsieur fait son email, donc ne fait pas l'activité. Et puis à un moment donné, évidemment, dans l'activité, ça pose un problème puisque on lui a demandé une production individuelle qu'il doit mettre en commun avec les autres, mais il ne l'a pas fait. Donc ça pose un souci parce qu'on n'a pas assez de post-it pour arriver à faire le truc, donc tout le monde s'énerve et puis ouais, voilà, machin, etc. Et mon feedback là-dessus a été de dire, bah c'est intéressant en termes de responsabilité de groupe en fait. On vous demande, vous êtes là, vous avez une consigne, vous savez que le groupe dépend de vous. Le fait que vous n'ayez pas fait votre activité pose un problème. Je pense que la prochaine fois, ça serait intéressant qu'en effet, vous fassiez ce qu'on vous demande, en fait. Mais je n'ai pas bloqué en faisant, ah non, 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 j'insiste. Je veux que mon activité fonctionne. Je veux que ça marche. Mais j'ai vraiment laissé la porte ouverte à ce cas de figure qui m'a, en fait, permis de faire un commentaire à tout le monde. Comme je dis toujours, tout est toujours bon à faire éducation. Donc toute situation est bonne à, à, à utiliser pour en dégager un principe presque de vie. Alors, comme je sais que les enseignants sont toujours très friands de choses qu'on leur explique, mais ils veulent surtout rentrer chez eux avec des choses très concrètes à faire demain en classe. Je vous ai fait une sélection personnelle de jeux cadres que moi j'utilise. Alors évidemment, j'en utilise certains vraiment très précisément pour des exercices de langue, mais alors la Cadenne, c'est un jeu qui sert à découvrir des notions. Là, ça sert vraiment à apprendre. Moi, je l'utilise dans le cadre de l'apprentissage de la grammaire. Donc, je ne fais plus un cours de grammaire classique, même si je considère être vraiment un merveilleux explicateur de grammaire. Non mais vraiment, hein, je pense que j'explique la grammaire comme un dieu. Et je passais 1 heure, j'avais des schémas, des trucs, des phrases, tout le monde notait. Enfin bref, je pensais que c'était le paradis. Et puis un jour, je me suis rendu compte j'ai voulu tester en faisant une explication plus transmissive et puis la seconde heure une explication plus cadenne. Je me suis rendu compte que en fait, il y a des étudiants qui ne comprenaient pas tous ce que je disais, ce qui est quand même fou. Voilà, soit. Je ne veux pas ouvrir le débat. Mais par contre, un étudiant, donc le principe de la cadenne, c'est de s'expliquer les uns aux autres.
C'est vraiment ça. C'est chacun détient une partie du savoir et tout le monde va devoir réaliser une tâche où chacun va intervenir à l'endroit où il est compétent, en fait, dans la chose qu'il a apprise. Et donc, du coup, il va devoir expliquer aux autres, ben oui, en fait, tu dois faire ça à ce moment-là, etc., etc., etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, alors que j'avais expliqué quand même des très beaux schémas pendant 1 heure, là, simplement parce que quelqu'un d'autre explique soit beaucoup plus simplement, soit avec une autre image, soit avec peut-être une intelligence beaucoup plus adaptée, alors là, c'était compris immédiatement. Compris, répété, transféré, etc., etc., etc. Donc c'est un jeu assez intéressant. Le double brainstorming, ça, je travaille ça quand j'ai besoin de travailler soit les différents points de vue, donc comment gérer l'altérité de point de vue, soit simplement dans les jeux de rôle. Donc le double brainstorming en fait repose simplement sur la dynamique de groupes convergents et divergents. Donc on s'intéresse d'abord à un sujet avec des gens qui nous ressemblent, et puis après on s'intéresse à un sujet avec un mélange de gens qui n'ont pas du tout la même porte d'entrée sur la chose. Donc ça c'est très intéressant pour du brainstorming, mais ça amène des dimensions vraiment supplémentaires. Le cherchons ensemble, ça ressemble un peu à ce que vous allez faire juste après. Donc c'est aussi amener collaborativement des idées avec je vais pas griller votre exercice. Parce que ça ne se fait pas d'annoncer à l'avance ce qu'on va faire, parce que sinon on brise la magie. Le Hello Game, ça permet de faire une enquête assez rapide. Si vous avez besoin de savoir comment vos étudiants se sentent aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre cette année, quels sont leurs objectifs, etc. Donc ça permet de très 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 rapidement connaître le groupe avec lequel on est en train de travailler. La phrase manquante, elle est superlative. Alors je l'ai mis, j'aurais plutôt dû mettre catégories de jeux cadres qui permettent de dynamiser une situation dans laquelle les étudiants vont être passifs pendant un temps. Donc un cours, une conférence par exemple. Donc ils vont devoir écouter pendant assez longtemps quelqu'un parler, mais on peut leur donner une mission qu'ils vont devoir réaliser pendant cette intervention et à la fin leur demander de mettre en action les différentes choses qu'on leur a demandé. Le coach secret, ça c'est la cacahuète. Ceux qui font les scouts, c'est un peu ça. C'est assez basique. C'est vous tirez au sort le nom de quelqu'un dans le groupe et vous êtes son coach secret. C'est-à-dire que votre responsabilité, c'est que cette personne aille bien. Donc moi, j'utilise dans le cadre notamment de travail sur les présentations orales. Présentations orales. Moi, je demande très souvent aux étudiants, puisqu'ils ont vu la même chose que moi, de faire des retours à ceux qui ont fait les présentations orales. Disons que moi, je mets des formes, les étudiants beaucoup moins. Donc, je leur demande vraiment de travailler en toute bienveillance les uns par rapport aux autres, de faire attention que quand ils font retour à quelqu'un, même si on est d'accord qu'il faut absolument nommer cette chose qui est extrêmement mal faite, il y a des manières de le faire qui sont plus acceptables que d'autres. Les photojolts, donc ça c'est du photolangage, donc il existe toute une série de jeux de cartes, en fait qui sont des photos, et avec ces photos, il existe toute une série de jeux cadres que l'on peut utiliser. Donc ici, l'intérêt, c'est de ne pas se baser sur le langage verbal, mais bien d'aller s'intéresser aux représentations des différentes choses. Les cartes conseils, ça c'est une autre série de jeux de cartes avec une thématique où il existe également des différents concepts que l'on peut approcher. Et l'étoile mystérieuse, à laquelle nous avons joué, ça c'est un jeu que j'aime beaucoup et qui n'est, par contre là, qui n'a pas été développé par Tiagui. Il a été réalisé par une formatrice belge qui en fait le principe de Tiagui est toujours de dire prenez mes idées, volez les jeux, transformez-les, faites-en ce que vous voulez et surtout si vous en avez fait des super, communiquez-les moi, je les inclus dans toute la gamme de jeux que je peux avoir développé. L'étoile mystérieuse en fait partie. Voilà, j'ai terminé. T'es contente parce que j'ai terminé. Non, mais voilà, je voulais vous remercier parce que comme pour Madame G, on sent une véritable passion et implication dans vos pratiques. Donc, on se doute que 10 minutes, c'est très court pour nous expliquer tout ce dont vous mettez en place. Je vais simplement prendre peut-être 1 ou 2 questions au grand maximum si on veut avoir le temps de faire l'activité qui suit, s'il y en a.
ou alors on passe directement alors à l'activité. Mm. Bon, bah, oui, unique. C'est assez fou. Donc, je sais pas si vous allez, déjà, je sais pas si je vais arriver, moi, à l'expliquer, si vous allez arriver à la comprendre, du coup. Euh, Parce que vous disiez que justement vous utilisez les jeux cadres avec les enseignants, donc en formation adulte, si je comprends bien. Et c'est sur quelle thématique exactement avec les... Ça va être compliqué pour moi. Les jeux cadres, en fait, l'appellation jeu cadre veut simplement dire que dans chaque jeu, les règles sont prévues. Donc le processus est prévu et il est fait pour qu'il soit équilibré, structuré avec une certaine évolution. Mais par contre, le thème est libre. Donc on peut faire parler le jeu cadre sur plein de choses différentes. Donc ça peut arriver que moi l'étoile mystérieuse, je l'utilise par exemple pour réactiver quand les étudiants doivent regarder une vidéo en anglais, qui font une conférence, je leur demande de recréer le contenu. Donc avec les 5 cartes du milieu, je leur demande de vraiment rester dans le contenu de la vidéo et sur toutes les cartes périphériques, d'aller plus loin dans leur réflexion, de faire des associations d'idées avec des choses qui ne sont pas dans la vidéo. Et le but, c'est d'aller recréer les mots-clés qui sont à l'intérieur. En fait, euh, c'est ce que vous voulez. Ça parle où vous voulez. Donc c'est vraiment, je pense que la seule chose qui est importante, c'est de comprendre l'enjeu didactique qu'il y a derrière chaque jeu. Donc c'est vraiment de se dire, il y a un objectif bien précis. Ça va me servir à ce moment-là pour arriver à faire ça précisément. Mais une fois que vous avez ça, vous avez la clé. Enfin, pour moi, les deux clés, c'est ça. C'est comprendre l'enjeu didactique et être un animateur de fou furieux. Je mets la pression. Mais je pense qu'il y a une vraie dimension d'animation qui est importante, parce qu'il faut qu'à la fin, les gens sortent et c'est vivant, quoi. Ouais. Voilà. Merci. Je vais directement passer la parole à Justine qui va animer la dernière activité. Donc, on en arrive tout doucement à la dernière activité qui s'appelle de 5 en 5. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander de réfléchir individuellement aux avantages que peuvent induire l'utilisation des jeux cadres dans une classe. Vous pouvez noter vos idées sur les post-it. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais vous inviter à partager en groupe de table toutes vos idées et alors à créer une liste de des 5 grandes idées que vous aimeriez mettre en avant et de les numéroter. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est une mise en commun de vos 5 points. Donc chaque équipe, chaque table va dire son premier puis son second et comme ça, on aura une liste tous ensemble de 10 grands principes, 10 avantages qu'on peut retirer de l'utilisation des jeux cadres. Vous pouvez peut-être commencer comme vous avez terminé. Dynamiser. Donc oui, votre premier. Notre premier, c'était un peu ça. C'était étudiant actif, dynamisme, etc. Étudiant actif. Oui, c'est un peu. Ambiance conviviale. L'année augmente la motivation. L'intérêt. Augmente la motivation. Apprendre un concept de manière détournée. Facilite l'utilisation du groupe pour l'apprentissage.
facilite l'utilisation du groupe dans l'apprentissage. Coopération. Dans le cadre des jeux TIAGI, l'idée c'est que ça facilite le travail de l'enseignant par la présence de règles et d'un cadre déjà existant. T'as entendu ça? Facilite le travail de l'enseignant parce qu'il y a un cadre déjà existant. Individualisation. Individualisation. Et un dernier. Varier les méthodes d'apprentissage. Mieux écrire au truc en dessous. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à la liste qu'on vient de créer tous ensemble? Les approches ne sont pas les mêmes. D'un côté, il y a un esprit de synthèse et de l'autre côté, il y a un esprit de complémentarité, peut-être au niveau, je ne sais pas, la façon dont on a géré l'approche de la thématique. Ouais, il peut être compréhensible. On voit davantage les effets, les résultats, ce qu'on obtient, et on passe peut-être un peu sur ce que doit faire l'enseignant, sur le travail du formateur, de l'enseignant, de l'animateur. Donc on voit le point de vue de ce qu'on obtient chez les personnes qui apprennent. De mon point de vue, il y a des choses qui se recoupent. Donc, étudiants actifs et dynamisme, ça dynamise au-dessus. Alors, il y a la coopération et l'utilisation du groupe. C'est un peu dans le même esprit. Donc, oui, voilà, on pourrait en regrouper. Est-ce que c'est à cause de la limite de temps, ou est-ce que c'est volontaire de ne pas avoir fait une étape suivante qui était de demander des 10, demander aux 2 groupes du coup, de n'en garder que 5 sur les 10? Alors, c'est volontaire d'un côté parce que notre but, c'est de vous faire retenir un peu tous les avantages que pourrait amener ce genre de technique. Et d'un autre côté, c'est aussi logistique parce que on est restreint dans le temps. Parce que juste alors on se pose justement la question du côté de l'enseignant. Moi, je suis très sensible à 2 post-it que j'ai mis qui est faible coût matériel et faible coût de préparation. Mais je trouve que le travail ici de noter 10 trucs pour arriver à la conclusion qu'en fait, il y en a certains qui se recoupent, ça, le groupe peut gérer ça lui-même, en fait. Et je pense qu'on aurait été plus vite, en fait, si on avait demandé aux gens de faire, OK, est-ce que vous pouvez regarder, regardez vos 2 fois 5 post-it, tac, 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 tac. On n'en aurait eu que 5 à noter. Et les recoupes auraient déjà été faites sans avoir besoin d'une intervention supplémentaire qui, dès qu'on est en mode transmissif avec une seule personne qui parle à la cantonade, ça prend des plombes, en fait, pour que quelque chose en ressorte. Et du coup, peut-être que ça aurait pu être testé, en fait. Je pense vraiment qu'on aurait été rapide. Je suis sûr. Oui, alors pour conclure un peu, on voulait vous demander si vous aviez des points de savoir, ce que vous avez retenu aujourd'hui des 2:30 qu'on vient de réaliser ensemble.
Merci. Mais moi, je trouve que c'est vraiment intéressant, très intéressant de les vivre, ces jeux-là, parce que on remarque que c'est très important, et c'est exactement la même chose quand on fait de l'e-learning. C'est vraiment très important que les consignes soient très très claires. Et je pense que quand on est dedans et qu'on les vit, on comprend mieux ça pour l'avoir vécu. Et c'est tout un intérêt de les avoir vécus avec vous ce soir. Et puis aussi, je pense que en tant qu'enseignant, côté organisateur, on comprend aussi que c'est intéressant de tester les jeux comme ça vient d'être dit avant de les faire, et que on a beau les tester euh, au fur et à mesure qu'on les fait, certainement on les affine, on retient certaines parties du jeu qu'on combine avec d'autres, donc c'est quelque chose dans lequel on navigue avec les étudiants et on acquiert de l'expertise. Donc c'est pas au premier jeu cadre que ça tourne bien tout de suite. Moi je pense que, mais nous aussi quand on en fait, on remarque qu'on n'est pas tout de suite sur la bonne formule à la première fois, et même pas à la deuxième fois, et même pas à la troisième fois. Donc ça bouge beaucoup et l'expérience vient en marchant, quoi. Et c'est un peu pareil dans toutes les actions de l'enseignant, mais dans celle-ci, c'est encore plus frappant, je trouve, et c'est pour ça vraiment très intéressant d'en vivre dans un milieu comme ici où on est un milieu protégé, disons, sans danger, on n'est pas très nombreux, on est entre enseignants et conseillers pédagogiques, et je trouve que c'est vraiment très intéressant d'avoir cette occasion-là sans nos étudiants, parce qu'on a besoin d'apprendre aussi. Une autre réaction? J'avais envie de réagir parce que je me dis le jeu fait partie de l'enfance, et aujourd'hui nous sommes des adultes et nous jouons, et quelque part on se laisse vraiment, on rentre dans le jeu parce que quelque part on peut même dénoncer quelques petites lacunes, on peut dénoncer les dysfonctionnements, parce qu'on est vraiment pris dans le jeu. Et puis j'étais enseignante, donc je pense à mes élèves, je pense au transfert, et je me dis, pour déjà avoir essayé avec des ados de transférer des techniques d'animation, et je me suis posé ici, là, maintenant, la question, à quel moment est la rupture avec le jeu? Parce que quand on vient avec de telles techniques d'animation avec les adolescents, c'est comme si c'était synonyme de liberté, en fait. Et là, il y a toujours la question du cadre qui se pose. Et voilà, donc là, je réagis en direct parce que j'ai un petit garçon qui joue et c'est tout le plaisir. Nous sommes des adultes ici, nous jouons et c'est tout le plaisir. Et je me demande, au moment de l'adolescence, quand il y a ce moment de rupture, quand est-ce que tout d'un coup, apprendre devient quelque chose de sérieux, et quand on ouvre le cadre du jeu, c'est comme si c'était la porte ouverte à tout, quoi. Donc voilà, c'est simplement une réflexion qui ne nécessite pas nécessairement une réponse, mais c'est un questionnement. Voilà. Quelqu'un peut peut-être réagir à ce qui vient d'être dit? Non. Voilà. Alors ici, comme dernier petit élément, il y a le site pour aller plus loin, le site de Tiagi. Il y a des livres. Bon, on n'est pas ici pour faire la publicité, mais c'est pour ceux qui sont intéressés d'aller plus loin. Et alors, on a aussi un document à vous proposer pour ceux qui sont intéressés, qui permettent aussi de donner quelques informations en plus sur les jeux cadres. Un autre élément à vous dire, c'est qu'on va vous distribuer un questionnaire qui sert en fait à améliorer les 10-20-30. Donc, ce serait gentil de bien vouloir y répondre. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci, oui, d'être venu. Et merci encore à notre témoin. Merci à tous. Alors, côté AIPU et pour nos internautes également, je rappelle que la prochaine activité AIPU, c'est la conférence AIPU Bénin,
qui se passe chez nos amis béninois du 21 au 24 mai prochain. Pour ceux qui peuvent y aller, ben c'est super. On aura l'occasion de se voir là-bas et on se réjouit d'y être. Pour les autres, il y aura évidemment des actes en ligne et vous pourrez avoir accès à certaines de ces communications l'année suivante en Belgique, puisqu'on fait toujours une année sur deux une grande conférence en Belgique qui reprend les conférences qui ont été présentées à l'international l'année précédente. Alors voilà, je remercie encore Nathalie, Justine et Paola qui ont préparé cette séance, nos intervenants, les participants, et François qui était à la technique et qui a assuré la retransmission pour les internautes. Tout ceci est évidemment transmis en direct, mais aussi vous pouvez le revoir en différé. Et ça peut être intéressant aussi si vous avez des collègues intéressés par la thématique qui n'ont pas pu être là ce soir. Vous pouvez leur dire que sur le site de l'AIPU, dans les 10, 20, 30, tout ça peut être revu. Merci à tous et on peut terminer la soirée autour des desserts et d'un petit verre avant de rentrer chez soi. Merci.